Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce lundi matin, très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous avez la possibilité évidemment de réagir en direct à l'émission via notre plateforme GGO 437, sinon ça se passe évidemment sur Twitter aussi, très nombreux d'ailleurs ce matin à réagir face à notre invité Lansana Kouyaté qui va s'exprimer ce matin chez les GG. Un 4e décès dû à Ebola depuis la réapparition donc du virus maudit dans la préfecture de Zérékoré. Il s'agit d'une fillette de moins de 10 ans qui avait été testée positive, tout comme sa mère, 3e épouse du Muezzin décédé le 1er en fin février. Depuis, les autorités sanitaires guinéennes et leurs partenaires sont à pied d'œuvre pour indiquer donc la maladie. Quelles sont les mesures prises pour y arriver? C'est la question posée ce matin chez les GG. Dr Sakoba Keïta, il est le coordinateur national de la lutte contre Ebola. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Depuis 6 heures, je vous le disais, les services de sécurité guinéennes sur le qui-vive depuis l'attentat qui a visé donc une station balnéaire à Grand Bassin en Côte d'Ivoire et qui a coûté donc la vie à 19 personnes. Ils viennent de mettre le grappin sur 2 individus soupçonnés de préparer et de vouloir commettre des attentats terroristes dans le pays. En outre, un dispositif de sécurité renforcé est effectif devant certains endroits donc sensibles. Comment parer à la menace djihadiste? La Guinée est-elle préparée à y faire face? Comme si on posait la question à un spécialiste. Et ce matin, il a bien l'air, en tout cas, M. Lansana Kouyaté, il est le président du PEDN, ancien Premier ministre, ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO. Il faut le rappeler, c'est très important. Bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour, merci. Roby, bonjour. Bonjour à vous Djibril. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Aboubacar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Roby, je pense que ton micro n'est pas activé. Hein? Bonjour. Voilà, ça va mieux là. Voilà. Et bien voilà, tout beau ce matin. Bah oui, mais ça me permet d'ouvrir les brèches puisque vous me tendez la perche, dans les sujets à brosser. Mais au niveau de la sûreté là, voilà. mais oui, si, il faut en parler. Voilà, ouais. Faut en parler parce que les gens ils souffrent à partir de 17h. Au niveau de la sûreté là, on nous avait dit qu'ils avaient mis les barrages parce que les militaires accusés dans l'affaire du 19 juillet y étaient. Maintenant qu'ils n'y sont plus, on doit dégager ce barrage. Si, Ahmed, on doit le dégager. Le barrage, il est là. Non, attendez. Le barrage, il est là. On a mis une espèce de feu rouge qui, au lieu de faire 5 minutes, fait 10 minutes. Ça rallonge l'embouteillage jusqu'au port autonome. Ahmed, permets-moi de parler parce que toi tu ne vis pas, toi tu es en banlieue. Moi je connais, je connais beaucoup de mes amis qui sont à la Société Générale qui en ont ras-le-bol le soir parce que quand tu quittes le boulot, regardez, on barre cette route, on barre au niveau de la corniche derrière le camp Samori. Enfin, le camp Samori c'est un camp administratif. À l'époque, je me souviens, quand on barrait là-bas, c'est parce que le général Lansana Conté aimait aller fumer en bordure de mer. Donc il avait une case où il allait s'asseoir. C'est pour ça qu'on a mis le barrage. Eh ben, le général Lansana Conté, il est plus vivant. On doit dégager aussi le barrage de l'autre côté pour permettre aux gens de circuler. En ville, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre des barrages partout en ville parce que la circulation y est déjà difficile. Moi, je vais dire que c'est bien pour les raisons de sécurité, mais maintenant les raisons de sécurité qui ont été invoquées ne sont plus valables. Non, donc on doit, mais oui, on doit enlever. Non mais attendez, on doit enlever. Vous allez me dire, c'est pour ne pas qu'il y ait émeute à la sûreté. Il y avait ce barrage, il y a eu émeute. Donc je veux dire, non, il n'y a pas de raison que ce soit là. Dans un contexte de montée du terrorisme où tous les pays semblent être menacés, en tout cas dans le viseur des organisations djihadistes, mieux vaut la prévention que l'intervention. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de chipoter. Non, on n'a pas besoin de chipoter sur l'existence des barrages. Je parle du barrage du niveau de la sûreté. Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Oui, je voudrais, Roby, nous sommes dans on est dans un contexte bien particulier. C'est vrai, et je te le concède, les premières raisons qui ont été invoquées, c'était lié, bien évidemment, à la sécurité, à la protection des personnes qui sont détenues. Ça, c'était les premières raisons. Mais les raisons, la montée du djihadisme explique aujourd'hui l'impératif sécuritaire, explique aujourd'hui les dispositifs sécuritaires que tout pays précautionneux qui veut éviter, n'est-ce pas, des attentats sur son sol doit être amené à prendre. Donc on ne peut pas s'effaroucher
du fait de l'existence des barrages, ces barrages sont normaux et à mon avis, ils doivent être multipliés pour la sécurité des populations. Djibril a parfaitement raison, mais sauf que là où je ne suis pas d'accord avec lui, il ne faut pas circonscrire que dans le cadre du terrorisme. Ça va au-delà. Ce barrage, il est antérieur à la question des menaces, des menaces que la Guinée subit en ce moment. Il y avait des raisons. S'il vous plaît, il y a des raisons. Vous avez des bandits. Il y a des raisons. Vous avez des malfrats, si on peut le dire ainsi, qui sont dans cette prison centrale, qui sont plus dangereux que ces militaires qui y étaient. Donc, si vous ne le savez pas... Il faut juste rappeler à Roby que nous sommes dans une république. Non, si vous ne le savez pas... On va décaler l'heure du barrage parce qu'à partir de 17h, c'est terrible. Je vous dis que la circulation est impossible à partir de 17h. Écoutez, les raisons terroristes... Si c'est les raisons terroristes, je vais vous dire qu'on doit mettre les barrages à chaque carrefour de la Guinée. Alors, on va le faire. La dernière fois, c'est vous, Ahmed, dans ce studio, qui critiquiez ces barrages. Parce que vous disiez... Non, mais si, parce que vous disiez qu'il fallait glisser un billet de 5000 pour passer. Je veux dire que même si on met 100 000 barrages à Conakry, tant que ce n'est pas dans l'éthique, ce n'est pas possible. Il y a d'autres moyens. Aujourd'hui, ce ne sont pas les barrages. Vous avez deux types de barrages. Écoutez, calme-toi, Roby. Vous avez deux types de barrages. Vous avez les barrages quand vous passez où vous êtes fouillé, c'est-à-dire le véhicule est fouillé. Le barrage au niveau de la prison centrale, on ne vous fouille pas, on vous dit tout simplement déviation. Vous n'avez pas le droit de passer, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de passer par là. Et je pense que c'est tout à fait important. Si des militaires ou encore des agents qui sont de ce côté décident à 17h de barrer la route, il faut décaler s'il vous plaît, moi je ne suis pas là pour... Moi je sais pas, je ne connais pas les raisons, mais ils savent pourquoi ils l'ont fait à 17h. Pourtant ils savent qu'il n'y a pas de route à Kaloum. Donc s'ils l'ont fait à 17h, ils ont leur raison. Ils ne sont pas obligés de venir s'asseoir sur une radio pour dire oui, c'est à cause de ça on le fait. Il y a aussi des secrets qui sont obligés de conserver à leur niveau. Et deux, vous avez signalé un autre problème tout de suite. Les grandes gueules. Où je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que je vais me rappeler d'ici la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Abakar. Ce qui est à dire, je pense que c'est une évidence qui saute à l'œil de tout le monde, c'est que se rendre en ville dans l'après-midi à partir de 15h, à l'instant où le plan de circulation, le nouveau plan, le plan de circulation donc entre en vigueur, ce qui fait que tous les véhicules donc ont la possibilité d'emprunter les deux voies de l'autoroute. Donc à partir de 15h, se rendre en ville, c'est vraiment la croix et la bannière. Et Roby a raison quand il dit que pour sortir de la ville, non seulement pour y entrer, mais aussi pour en sortir, c'est véritablement de la corvée. C'est compliqué. Et je pense que ça ressemble à de l'étouffoir aujourd'hui pour tous ces fonctionnaires et tous ceux qui vont en ville. Quand même, la ville, c'est le centre administratif et le centre des affaires de notre capitale. Donc, c'est important de dire aux services de sécurité, notamment à la sécurité routière, d'imaginer un tout petit peu un plan qui puisse soulager ces populations-là qui se retrouvent nombreuses toute la journée en ville et qui ont envie, qui le soir veulent rejoindre leur pénate. Je pense que c'est ce conseil-là, c'est cette recommandation, cette invite qu'on peut faire au niveau de la sécurité routière. Moi j'aimerais qu'on s'appuie beaucoup plus sur le cas d'un autre barrage, le barrage de Kaka. Et si vous passez par là, c'est entre Koya et Kindia, demandez à tous les citoyens qui passent par là, qui vont à l'intérieur ou qui reviennent de l'intérieur. C'est vraiment des tracasseries à n'en pas finir. On demande aux populations, en tout cas aux usagers, de présenter les cartes d'identité. Comme s'il y en avait. Dites-moi où sont les cartes d'identité. Comment les populations guinéennes peuvent présenter les cartes d'identité aujourd'hui au moment où il n'y a même pas de cartes d'identité? Je pense que cela doit cesser. Il faut interpeller ces agents qui sont au niveau de ce barrage-là, qu'ils comprennent un tout petit peu que les populations n'ont pas les possibilités de s'offrir les cartes d'identité. Bon sang de Dieu. C'est aussi simple quand même. Allez, mettez un peu d'eau dans votre bain. Allez-y, mon cher Moussa. Je pense qu'il y a des barrages qui ne valent pas la peine d'exister. Il y a eu d'ailleurs un travail gigantesque qui a été effectué par le directeur actuel de la police nationale et le général Baldé, qui ont quand même fait un communiqué pour demander à ce que certains barrages qui ne répondaient pas du taux norme soient levés. Les barrages non conventionnels. Les barrages non conventionnels. Ça a été fait. C'est un acquis, Roby. Ça, tu ne peux pas. Oui, c'est un acquis parce qu'après sur le terrain, il y a eu quand même sur le terrain, il y a eu quand même un contrôle. Je pense que ces deux personnalités, ces deux personnages de nos services de sécurité ne peuvent pas tout de même s'inviter devant la télévision, devant les caméras de la télévision nationale pour dire des choses qui ne valent pas du tout la peine. Deuxième chose, c'est vrai qu'il y a ces barrages qui ont été levés, mais il y a d'autres qui existent, mais qui n'ont aucune importance à mes yeux. Quand est-ce que vous avez vu un seul barrage sur le territoire guinéen
où on a pu attraper, je sais pas moi, un grand bandit ou quelqu'un qui colportait... Les barrages, c'est pour prévenir, Moussa. C'est pourquoi écoutez, non, écoutez, les barrages, ça sert aussi à fouiller. Ça sert à dissuader. Ça sert à dire, écoutez, nous sommes vigilants, nous sommes là. Mais les barrages que nous avons ici, c'est autre chose. Je pense qu'hier, nous étions quelque part à l'intérieur du pays. En rentrant, nous nous sommes bien rendus compte de cela. On pouvait tout transporter. Et les camions, ils pensent que les camions, lutter contre l'insécurité signifie lutter contre les petites voitures. Non, mais on ne peut pas le faire, mais au moins on a des dispositifs qui nous permettent désormais de prendre des preuves, de prendre des enrichements, de prendre des images. Donc il faudrait que les gens fassent leur boulot. Les camions doivent être fouillés comme les petites voitures. Les bus également la même chose. Il faut pas s'en prendre seulement aux 4x4 ou s'en prendre aux voitures personnes. Si ils le font, mais il faudrait tout de même que ce soit élargi. Parce que quand on veut faire du mal, quand on veut attaquer un pays, quand on veut faire entrer des armes, on ne le fait pas de façon exposée, mais on le fait de façon cachée. Bien, il faut être vigilant. Allez, pour clore. Avant que Robin ne termine. Très rapidement pour dire que Moussa, mais moi je viens de Sangaredi ce week-end. Quand vous allez au barrage au niveau des 4 ponts après Tanéné, mais on ne fouille que les chauffeurs de taxi. Les autres véhicules, enfin on les fouille même pas. On demande des pièces d'identité qu'aux passagers dans le chauffeur de taxi, comme si les personnels, eux, ils pouvaient circuler tranquillement. Vous avez vu le 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que je dis que le communiqué dont tu parles, il est laconique et sur le terrain, il est difficilement vérifiable. Moi, je vais dire que s'il y a fouille à effectuer, tous les véhicules, chauffeurs de taxi, comme voitures personnelles et même VAEP et tout ça, doivent être fouillés parce que tous les citoyens sont égaux. Et pour revenir un peu au sujet de la ville, moi je vais vous dire une chose. Tout le monde se lève à 5h du matin pour aller travailler en ville. Alors, mais attendez Ahmed, permets-moi d'aller. À cause de ces 2 barrages-là qui créent un monstre embouteillage au niveau de la ville, les fonctionnaires sont obligés de quitter à partir de 14h parce que c'est pas tout le monde qui est capable de vivre dans son véhicule pour vivre tout le temps dans les embouteillages. Je veux dire, aujourd'hui, il faut revoir la chose. Il faut, c'est vrai, penser la circulation au niveau de Conakry parce que la circulation au niveau de Conakry c'est terrible. Moi je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut revoir le plan de circulation l'a dit, au niveau de Kaloum. Mais au même moment je ne peux pas cracher sur ces barrages, mais j'invite les autorités à prendre des mesures pour faciliter la circulation du personnel. Et au même moment, il a parlé des feux justement. Je me suis rappelé, ces feux, oui, vous parlez de 4 minutes, 5 minutes. Félicitations à ce citoyen. Parce que c'est un citoyen qui le fait, ce n'est pas l'État qui le fait. Où ça à Conakry, que ce soit partout en ville. Qui dit que c'est pas un citoyen. Je parle du temps, du réglage. Non. Oui, d'accord. Un feu peut pas faire 10 minutes quand même. Il est en train de faire quelque chose. Rebranche Mohamed là, je comprends pas. Je vous branche, je vous dis. Sur tout le territoire guinéen, il y a 2 feux qui existent, je veux dire. Ce n'est pas 2 feux de signalisation. Il y a un... N'exagérez pas. Il y a un qui est au niveau de la cathédrale, au niveau du palais Sécoutouria, et puis il y a un autre qui est au ministère de la jeunesse. Il y en a plus de 5. Ou d'autres. Il y en a plus de 5. Ou encore. Je suis pas fait. Il y en a plus de 5. Et comme je l'ai dit, bravo, puisque ce n'est pas l'État qui est en train de le faire. D'ailleurs, je veux que l'État travaille avec ce monsieur. Je ne le connais pas, mais j'étais dans des locaux d'un service de sécurité et j'en ai entendu parler. C'est un citoyen qui le fait, ce n'est pas l'État qui le fait, et l'État devrait aujourd'hui s'engager parce que cet homme a donné, à mon avis, l'exemple. Je ne le connais pas du tout, et l'État devrait donc siffler dans les mêmes trompettes que ce monsieur en installant aujourd'hui ces feux, parce que ces feux ont permis, il faut le signaler, pour ceux qui partent en ville, de réguler quand même la circulation, parce qu'à un certain niveau, quand vous venez, il y avait un tohu-bohu. Désormais, ce n'est plus le cas. Dès que les autres s'arrêtent, d'autres foncent. On continue à Bakar. Alpha Riyad sans ses ministres femmes. Ah oui, ça sur Mosaïque. Bien entendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Bakar Diallo? Je voulais dire quand même, Ahmed, avant d'embrayer sur le sujet, qu'il y a aujourd'hui une vingtaine de caméras de surveillance, de vidéosurveillance placées au-dessus de nos têtes, au niveau des grands carrefours de Conakry. Oui. Ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir parce que ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle le réseau métropolitain de Conakry. C'est important. Et il y a tout un scandale autour de ça parce qu'il y a des sociétés qui ont reçu une avance consistante et sans pouvoir réaliser tous les travaux à date. Mais pour parler du déplacement du chef de l'État à Riyad, le président Alpha Condé y est allé ce week-end sans ses ministres femmes, et notamment la ministre de la coopération, du plan et de la coopération, Adja Mamakani Diallo, la ministre des Affaires étrangères, et Dame Makale Traoré. On se pose la question, et également aussi la ministre Malado Kaba, on se pose la question pourquoi ces dames, normalement le président va pour une visite d'État,
Et ces dames sont toutes à des postes assez stratégiques qui devraient prendre place à bord de l'avion du président pour être à Riyad. On leur a refusé le visa. On apprend qu'on leur a refusé le visa. C'est Ahmed qui me l'apprend, qui me l'a pris ce matin, c'est qui reste à vérifier. Mais on se pose la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de bicéphalisme? Donc, cela a toujours existé, ça a caractérisé l'action, la gouvernance d'Alpha Condé. Il y a 2 gouvernements, c'est sûr. Un gouvernement à la présidence et un autre gouvernement donc, qui est piloté aujourd'hui par Mamadi Youla. Vous avez pratiquement le correspondant de chaque ministre dans le gouvernement, donc au niveau du palais Sékou Touré. Aujourd'hui, puisque le président partait dans le monde arabe, donc, et c'est vrai, il était confronté à une difficulté majeure, celle de trouver quelqu'un qui connaît le monde arabe, donc qui peut parler aux dirigeants du monde arabe et aux investisseurs. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ancien ministre de la coopération, M. Koutoubou Sano, a été rappelé et donc son décret de nomination a été publié dans la précipitation et il a même dévancé le président Alpha Condé donc, pour ce déplacement. Et aujourd'hui, on a l'impression que M. Koutoubou revient et il pourrait faire ombrage non seulement à la ministre des Affaires étrangères, mais aussi à la ministre de la Coopération, puisqu'il est nommé comme conseiller diplomatique. Et je pense que c'est pas le seul cas. Je suis désolé pour la Vous êtes désolé? Non, c'est pas comme ça. Non, mais et on apprend. Les grandes gueules. On apprend que le décret de nomination des anciens ministres Bantama Soye Koutoubou et de confirmation de tout le Bataclan de cadre au niveau de la présidence, que ce décret est passé par les mains du ministre secrétaire général de la présidence sans que cela ne soit connu par le directeur de cabinet Khalil Kaba. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des petits soucis aussi au niveau du palais. Donc, la question aujourd'hui, parce que le motif qui a été évoqué, c'était celui que à Riyad, en tout cas au niveau de l'Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes ne pouvaient pas, en tout cas, accepter de serrer la main à des femmes ou de travailler avec des femmes. Et il faut savoir que depuis très longtemps, les mœurs politiques ont évolué du côté de l'Arabie Saoudite parce qu'on apprend qu'une dame est devenue maire dans la capitale Riyad et on a vu à l'occasion du déplacement du président américain Barack Obama. Et vous allez voir sur une photo, quand vous allez sur Google, il y a Michelle Obama, la première dame des États-Unis, qui est là au milieu de beaucoup de dirigeants arabes, donc auprès de son mari. Je ne peux pas comprendre que ces dames-là n'aient pu effectuer le déplacement au motif que, au niveau de l'Arabie Saoudite, on est un peu allergique aux femmes. On va être bref là-dessus. Allez-y, Djibril. Je pense que c'est un argument qui n'a pas son pesant d'or. Parce qu'on a vu quand même des secrétaires d'État américains se déplacer, se rendre en Arabie Saoudite, serrer même la main du roi. Donc, ce n'est pas un argument qu'il faut prendre en compte. Mais ce sur quoi je voudrais m'intéresser, c'est ce déplacement du chef de l'État. Je pense que le mieux aurait été que le président de la République aille avec sa ministre des Affaires étrangères, qui est quand même, jusqu'à preuve du contraire, la chef de la diplomatie guinéenne. Ah bah si elle ne maîtrise pas. Oui, c'est tout. Et si elle ne maîtrise pas, alors qu'on l'enlève, qu'on mette quelqu'un d'autre. Oui, mais justement, j'en viens. Mais il y a une chose qu'on remarque chez le président de la République, c'est cette concentration exacerbée de tous les pouvoirs entre ses mains. Il peut vous nommer comme ministre, mais vous ne faites que de la figuration. Vous êtes comme une figurine sur un papier de musique. Vous ne valez pas grand-chose. C'est une coquille vide. Alors, et dans ça, il a souvent l'habitude de s'aimer la confusion entre les gens pour pouvoir tirer le meilleur de chacun. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un président de la République est, par exemple, un ministre dans tel domaine, qu'il est un conseiller à la présidence de la République qui surplombe ce ministre. Je pense c'est un flou artificiel qui est savamment entretenu par le président de la République. Je pense que ce n'est pas bon pour le fonctionnement de la Merci beaucoup. Cela dénote de la nature des nominations qu'on a toujours critiquées dans ce studio. Je vais dire que le président de la République s'est rappelé le lendemain que Koutoubou Sano, c'est lui qui parle arabe et donc il parle anglais. Rapidement, faites-moi un décret, je le nomme parce que demain mais je dois. Il y a les interprètes, à la présidence. Mais justement, même pas les interprètes. Et au niveau des.
Ça dépend. Normalement, au-delà de cela, au-delà de cela, même aux ambassades à travers les pays, il y a des interprètes. Mais là n'est pas la question. C'est parce que M. Koutoubou Sano maîtrise son domaine et le président de la République s'en est rendu compte. Malheureusement, à la dernière minute, je vais dire qu'il faut cesser de nommer par complaisance parce qu'après, on est face à ces situations. Il y a des non-dits en ce qui concerne l'éviction de Koutoubou, de toute façon, parce que apparemment, il y a un moment, on l'avait accusé d'être avec Cellou Dalein Diallo. C'est les non-dits, mon cher. Je sais bien de quoi je parle. Mais ici, dans ce pays, Dalein avait dit à un moment qu'il allait le mettre comme vice-président du côté de l'IFDG. Oui, mais si on devait démettre tous les fonctionnaires parce qu'il y a des non-dits, je pense que personne ne serait fonctionnaire en Guinée. Oui, mais justement, ici, ce pays, c'est un pays de délation. Je veux dire que c'est pas normal. Monsieur le président de la République, s'il était là, je lui aurais dit, désormais, on a dit ici que pour nommer quelqu'un à un poste, il faut regarder son background, il faut regarder sa capacité, il faut regarder sa maîtrise du domaine. Il ne faut pas nommer parce qu'on est venu vous voir la nuit, prendre vos pieds, pleurer. Ah, Manguet, j'ai ma tante ici, franchement, on est très d'accord, et il faut l'aider. C'est comme ça qu'on a nommé la plupart des gens ici dans ce pays. Voilà pourquoi la compétence à la place qu'il faut. Comme qui? On va revenir. Ah ben ouais, ça n'a pas entre autres. Il va pas dire. Hein. Allez-y, Moussa Moïse là. Oui, moi je trouve qu'il faut donc arrêter de nommer des gens. La liste. Si vous voulez, on égrène la liste après Moussa. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Moussa. Il faut donc arrêter de nommer les gens par complaisance. Je suis d'accord, juste pour les contenter. Mais ce que je remarque, c'est que le chef de l'État, depuis donc ce second mandat, il n'a pas complètement laissé certaines habitudes. Dire que je n'ai pas de pesanteur sociologique, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, j'ai plus envie que des gens viennent me faire pression. Le discours a changé, les pratiques sont les mêmes. Je l'ai dit dans ce studio. Les pratiques sont les mêmes, puisqu'on nomme encore en tenant compte de certaines régions, on nomme en tenant compte de certains groupes, on nomme en tenant compte de certains calculs politiques. Je ne sais pas pourquoi faire, puisque c'est la fin de l'aventure en 2020. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est la fin de l'aventure en 2020. Ça dépend. Je ne sais pas pourquoi on fait ce calcul. Nous ne sommes pas le Rwanda, Ahmed Kamara, je te le rappelle. Ça dépend. Alors, les grandes gueules. Je dire que si on a besoin, les présidents partout dans le monde ont besoin de conseillers. Mais le cas de la Guinée, ça ne sert à rien du tout. Des conseillers juste pour une mission d'un jour, de 24 heures, vous les nommez, vous leur donnez un budget juste pour 24 heures, ça n'a pas de sens. On a un ambassadeur on a trop de conseillers à la présidence. Parmi eux, il y a des chômeurs qui n'ont rien à faire. Ils sont là juste pour être contentés. C'est pour ça que le président il est troublé, puisque tout le monde vient lui parler à l'oreille. Il ne savait pas que Bantama. Il ne sait même plus qui écouter. Il ne savait pas que Koutoubou avait ses valeurs. Il ne savait pas que Koutoubou avait un atout, qu'il parlait anglais, qu'il parlait français, qu'il parlait arabe. Mais il ne le savait pas avant de le démettre. Mais il faut arrêter tout de même de jouer à ce genre. Il faut balayer la présidence, mettre dehors les conseillers qui n'ont pas d'importance, qui ne sont là que pour prendre de l'argent, et ensuite rester avec un groupe restreint. Ailleurs, même des présidents, des conseillers freelance, vous le savez. Ils ont le conseil freelance. Mais si on a besoin d'une mission, de quelqu'un pour une mission urgente, et que cela t'amène à prendre un décret, mais il va prendre avant la fin de son second mandat plus de 50 décrets pour ça. Allez-y, Ahmed Kamara. Je le dis et je le répète. Écrivez et déposez, si vous voulez, au chevet de votre lit. Un chef d'État africain, quand il a envie de se présenter, peu importe ce qui va arriver, on me parle d'intangibilité constitutionnelle. J'ai vraiment les chefs d'État africains, je pense que je les connais maintenant. S'il vous plaît. S'ils veulent le faire. Ahmed ne va pas dans cette voie. Non, écoutez. Je vous ai dit. Aujourd'hui, aujourd'hui, le continent est en train d'humer l'air pur de la démocratie. À travers la victoire annoncée de Patrice Talon au Bénin, c'est une alternance, une belle alternance au Bénin. Je pense qu'il ne faut pas venir nous pomper l'air. Non. Il est libre de dire ce qu'il veut. Non, mais c'est pas possible. C'est inimaginnable. C'est inconcevable, l'ami. Ça se passera pas ici. Merci beaucoup, Abakar Diallo. Soud caustique, allez-y, Ahmed. Il ne fallait pas dire ça. Hein. J'insiste et je persiste. Un chef d'État africain, quand il veut quitter, il quitte. Mais quand il dit je vais foncer, il fonce. Peu importe ce qui va arriver, même s'il laissait sa tête là-dedans. Donc je ne serai pas surpris de voir la Guinée sur ce chemin. Je le dis et je persiste. Alors, on continue. Oui, c'était juste une parenthèse. Vous pouvez vous lamenter comme vous voulez. Voilà. C'était juste une parenthèse. Je dis bien que le président de la République, comme les autres l'ont dit, il devrait quand même arrêter de nommer par complaisance. On a nommé des ministres, le président s'est rendu compte que ces ministres, même si quand ces ministres vont partir, ces ministres ne pourront rien. Le monde arabe
arabe aujourd'hui, c'est pratiquement fermé à la Guinée depuis un certain temps. Donc pour réactiver, si on peut le dire ainsi, il fallait faire appel à quelqu'un comme Koutoubou qui connaît ce monde arabe et qui connaît également comment ça fonctionne dans ce monde arabe. D'où aujourd'hui ce décret du président de la République. Mais je pense que la nation ne devrait pas fonctionner comme ça. Au-delà, vous voyez, ça c'est seulement l'épiphénomène. Vous avez aussi des aspects, vous avez des aspects cachés. Ces aspects cachés, c'est quoi exactement? On nous a dit, oui, on va diminuer le prix du carburant quand la revue va passer, tout ça. C'est passé, on a eu combien? Allez, merci. C'est combien exactement? Non, ça, 25 millions. Bien. 25 millions de dollars, ça nous fait combien de francs guinéens? 250 milliards. 250 milliards, c'est quoi exactement dans le budget pour même un projet de TP? C'est quoi exactement? Bien. C'est rien du tout. Merci. Donc, on a besoin d'argent. Finalement, on a besoin des personnes qui peuvent faire bouger le monde arabe pour qu'on puisse avoir de l'argent. Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on devrait gérer. Et je pense qu'il faut en déduire finalement que la révocation du ministre Koutoubou, donc de son poste de ministre de la coopération, n'a été qu'un gros gâchis. Et parce que le président se rend compte finalement qu'il a encore besoin de cet homme, de cet intellectuel-là. Et je pense qu'il se rend compte que ceux-là qu'il a fait venir en lieu et place de Lousseni Fall et de Koutoubou, finalement, ou celles qu'il a fait venir, ne sont pas à la hauteur et ne peuvent pas lui rendre service. Bien, allez, bienvenue chez les GG. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Yero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, continuez à réagir. GG au 8037 chez Orange. Dans un instant, Lansana Kouyaté va s'exprimer chez nous. Et puis on va essayer d'appeler aussi. Oui, monsieur anti-Ebola en Guinée, c'est bien sûr Dr Sakouba Keïta. Il est le coordinateur national de la lutte contre Ebola. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 5 minutes sur Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès évidemment à cette émission. On va essayer de faire lecture de quelques SMS avant d'appeler Lansana Kouyaté qui va s'exprimer dans un instant chez nous. Bonjour, c'est Bolaro. Dites Aboubacar Diallo, ce n'est pas parce que Kani Diallo n'est pas arabophone qu'elle est incapable. Donc c'est un auditeur qui réagit en direct ce matin. Bonjour Lamine, c'est Baris Saïd. Ebola n'a pas donné tout son... Qu'est-ce qu'il veut dire? L'opportunité, donc il fallait qu'il donne le reste. Dommage pour la Guinée, DTS. Bonjour les GG, je rappelle à Ahmed Camara que la Guinée n'est plus comme lorsqu'il était jeune. C'est impossible de revoir, donc... Alpha à la tête du pays après ces 5 ans. Bonjour les GG, Ahmed doit arrêter. Koutoubou est déjà là depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il a apporté? S'il vous plaît, c'est Alpha Diallo qui nous envoie ce message. Un autre message, bonjour les GG. L'insécurité bat son plein, voilà, il veut dire. Mais voilà, il se pose la question, qu'est-ce qu'on a envisagé depuis? Donc en même temps, il parle de carte d'identité, c'est Ivoirien qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Alpha Condé pense à modifier donc la constitution, ça ne marchera pas dans ce pays. Dulde Diallo qui nous envoie ce message. Un autre message, bonjour, c'est Adama Diarra depuis Wanindara. Bonjour les grandes gueules, pourquoi l'absence de Tamba durant 3 semaines? Tamba doit revenir, évidemment il est en mission, donc il doit faire 2 mois et puis voilà. Cet autre message, bonjour Ousmane depuis Kipé, au secours, nous n'avons ni eau ni électricité depuis des jours, il n'y a pas de problème. Allez, continuez à réagir, GG au 437, le temps pour nous d'appeler Lansana Kouyaté qui va intervenir dans un instant. Ahmed, vous l'avez? Allez, bon. Maintenant, je voulais dire un mot sur la question de l'électricité parce que ça préoccupe. Oui, K Énergie, c'est déjà bon parce que nous suivons les informations en ce qui concerne l'approvisionnement de cette centrale en gasoil 1. Et le bateau qui a accosté, après il y a eu quelques tracasseries dans les formalités. Et finalement, donc les 3 groupes de K Énergie ont été bien approvisionnés, ce qui a permis une amélioration substantielle qui a été constatée sur le réseau depuis samedi. Maintenant, on avait annoncé aussi que le bateau qui a chargé du mazout pour la Guinée devait accoster le 20, ce qui reste à vérifier. Si cela intervenait, il faut quand même s'assurer du fait que
dans les jours à venir, d'ici donc une semaine, normalement, tout devrait rentrer en ordre selon nos sources du côté de DDG. Voilà, allez, en direct chez le GG Moussa Moïsi, là nous avons Lansana Kouyaté. Les grandes gueules. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Ce qui défraie la chronique actuellement, c'est cette menace terroriste qui pèse sur la Guinée. Nous savons que le Mali est en proie donc à ces terroristes, le Burkina et la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, qui a été attaqué récemment. La Guinée aussi est inquiète. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions? Pistes de solutions, ça serait trop présomptueux de ma part. C'est un phénomène qui est en train de se mondialiser. Et tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas à ce point, à ce stade, les mesures préventives prises par les forces de défense et de sécurité. Mais mon humble conseil serait de prendre ces menaces au sérieux et les prendre au sérieux parce que le djihadisme est à nos portes. Ouais. Et il est sans discernement. Je crois que c'est un serpent à plusieurs têtes. Ouais. Des solutions, il faut d'abord que nos forces de défense et de sécurité aient des unités spéciales. L'armée classique face à un mouvement djihadiste, je crois qu'il y a une asymétrie totale. L'une est classique, elle est fondée sur des concepts d'opération qui sont même agréés par toutes les académies militaires, alors que les autres n'ont rien de tout cela. C'est une guérilla basée sur le fanatisme et des gens encore qui sont prêts à mourir, qui vont pour mourir, alors qu'un soldat va à la guerre pour pouvoir vivre. Et c'est la peur qui amène le soldat à se battre pour la victoire, sinon ce n'est rien d'autre. Ouais. Alors, il y a une asymétrie entre les deux, et il faudrait que, en amont, nos forces de défense et de sécurité se préparent. Je ne peux pas aller dans le détail, n'est-ce pas, des modes opératoires, parce que ce sont des sujets sensibles, mais au total, les états-majors, que ce soit de la gendarmerie, de la police ou bien même de l'armée en tant que telle, doivent savoir quelles sont les adaptations à faire pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à ce mouvement djihadiste. D'autre part, dans la sous-région, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a libéralisé pratiquement la circulation. Il y a la libre circulation des personnes et des biens, il y a l'abolition des visas, il y a l'harmonisation, n'est-ce pas, des passeports même. Et tout cela fait que nos citoyens ne sont pas confinés sur leur territoire. Mais cela s'est accompagné aussi de la promotion, du renforcement de la coopération entre les services de sécurité. De Bamako à Abuja, jusque dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait beaucoup de réunions entre les forces de sécurité et moi-même ayant été l'initiateur de beaucoup d'entre elles, et pour pouvoir savoir exactement comment coordonner. Justement, parlons-en. Vous étiez ancien secrétaire exécutif quand même de la CEDEAO. Si vous parlez en parlant, on peut comprendre. Vous dites parce que c'est des questions sensibles. Mais rentrons en profondeur un petit peu dans Lansana Kouyaté. Qu'est-ce qui n'a pas été fait finalement à la fin de... Est-ce que la Guinée risque d'être frappée par ces djihadistes aujourd'hui ? Tout pays risque d'être frappé. C'est comme je le dis, c'est souvent sans discernement. Il y a des pays qui sont loin de tout ça, mais qui ont été frappés et qui n'ont rien à voir. Et puis, il ne faut pas penser que pour le djihadisme, il y a des innocents. Il n'y a pas d'innocents. Pour eux, il n'y a pas d'innocents. Ou tu penses comme eux, auquel cas tu es capable du sacrifice ultime comme eux, et auquel cas ils ne tuent pas un innocent, ou tu ne penses pas comme eux, auquel cas tu es un mécréant qui doit être tué. D'accord. Au nom de leur philosophie. D'accord. Alors donc, monsieur en tant que CEDEAO, il y a bien naturellement un dispositif. Ce qui n'a pas été appliqué et que je regrette, ce sont les patrouilles communes. Parce que chaque État devait organiser avec ses voisins des patrouilles communes. C'est très exigeant, c'est très difficile à mettre en œuvre.
mais c'était prévu par les mécanismes, les protocoles qui ont été adoptés, et tout cela devrait être fait. Il y a une commission qu'on appelle d'ailleurs Conseil de défense et de sécurité, qui aurait dû se réunir régulièrement. Jusqu'à 2001, ce conseil se réunissait sur la base, n'est-ce pas, d'une périodicité qui avait été préalablement définie. Mais aujourd'hui, je crois que tout cela ne va pas dans la bonne direction. Il ne sert à rien de faire éclater ces réunions. J'ai vu que dans le bassin du lac Tchad, entre le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, il y a eu déjà un regroupement. Ils n'ont pas tort. Ils ont été durement frappés. Mais je vois qu'entre la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin se dessine la même chose. Au lieu de faire tout cela, il faut mutualiser, n'est-ce pas, les forces et avoir les meilleurs modus operandi pour pouvoir en venir à bout, n'est-ce pas, de l'intégration. Donc monsieur Lansana Kouyaté, à vous entendre, c'est comme si aujourd'hui, au niveau de l'organisation ouest-africaine, la CEDEAO, on n'est pas en train de prendre les dispositions idoines, on n'est pas suffisamment prêt pour, en tout cas, faire face à cette menace terroriste. Je dirais qu'il y a une prise de conscience. Tout le monde sait que le djihadisme est en Afrique de l'Ouest. Vous savez, ça a été d'abord un phénomène rampant. Je voudrais rappeler qu'on a longtemps laissé le Sahara totalement libre. Ouais. Totalement libre. Et la drogue pleuvait, n'est-ce pas, au Sahara. Le tocsin a été sonné pour ça, mais personne n'en a eu cure. Les avions qui étaient, n'est-ce pas, l'Amérique latine pour venir atterrir en plein désert et après extraction, n'est-ce pas, de la drogue, on brûlait ces avions-là. Mais à l'époque, les pays occidentaux n'ont pas donné à cela toute l'attention nécessaire, tout comme d'ailleurs les pays de la sous-région. Alors, c'est ce phénomène qui est allé, n'est-ce pas, petit à petit, et pour aller jusqu'au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a d'autres phénomènes. C'est la déstabilisation de la Libye, qui était quand même une sorte de digue. Et la digue sautée, alors la profusion des djihadistes s'est opérée dans la sous-région. Tout cela, ce sont des phénomènes d'où il faut tirer les leçons pour que véritablement la raison et les vraies religions, c'est-à-dire la religion de la fraternité, de la sagesse, puisse prévaloir, n'est-ce pas, sur l'idéologie djihadiste. Voilà. Lansana Kouyaté en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Mohamed Djibril. Alors, Monsieur le Président, à vous entendre, on a l'impression que ce sont des solutions unifiées, harmonisées, qui peuvent s'avérer efficaces dans la lutte contre les djihadistes. Mais comment mettre en place justement l'harmonisation des efforts quand on sait qu'il y a une disparité entre la force de frappe selon qu'on soit dans un pays ou dans un autre? Comment harmoniser tout ça? Justement, c'est en cela que consiste l'intégration. L'intégration, toute intégration régionale marche sur deux pieds. Le premier pied, c'est précisément l'harmonisation des politiques, des forces, et le second étant les infrastructures. Alors, pour gagner l'harmonisation est plus difficile que gagner, n'est-ce pas, les infrastructures communes, que ce soit les routes, les télécommunications, l'énergie, etc. Tout cela est facile, parce que c'est d'ordre physique. Mais harmoniser les politiques est plutôt difficile. Et c'est la part la plus dure du travail d'intégration. Vous avez raison, les armées n'ont pas le même niveau. Mais vous savez, la CEDEAO était la sous-région la plus avancée en matière, n'est-ce pas, d'harmonisation militaire et en matière d'ailleurs d'intégration tout court. Nous sommes allés jusqu'à proposer qu'il y ait un camp commun, deux même, un dans un pays côtier et l'autre dans un pays, disons-le, clairement enclavé, pour pouvoir procéder à des entraînements ensemble. Parce que les Africains, il faut le reconnaître, nous constatons les choses, on sait les remèdes, mais l'application fait défaut. Si ces camps-là avaient été, au nom de la CEDEAO, ces camps avaient été établis et les pays même avaient été choisis avec un état-major intégré,
cela allait faciliter les choses. Mais parfois, les États ont peur des organisations qu'ils créent eux-mêmes. Ouais. Monsieur le Président, c'est vrai que même les pays les plus armés ont été frappés par le terrorisme. Aujourd'hui, dans le contexte africain, est-ce que vous pensez qu'il faut harmoniser les renseignements, les services de renseignement? Parce que le renseignement, évidemment, c'est un point très important, le plus important d'ailleurs dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez parfaitement raison. Et encore une fois, quand je vous parlais d'harmonisation, et les renseignements étaient au cœur de cela. Et je crois même que ça avait commencé. À l'époque, nous avons eu contact avec certains pays occidentaux qui nous ont donné même des équipements, qui ont donné des équipements à la CEDEAO, qui devaient être déployés dans les pays pour faciliter la transmission, la communication, pour fluidifier tout ce qu'il y a comme information sensible entre les pays. Bon, il y a eu des débats autour, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, mais au total, ça avait été accepté. Donc, c'est fondamental, les renseignements. On gagne une guerre que par la qualité des informations qu'on a. Et la police militaire, le renseignement militaire est l'un des secteurs les plus difficiles, les plus délicats et les plus importants, n'est-ce pas, de toute armée. Donc, cela est absolument nécessaire. Or, chaque pays a ses structures. Il s'agit maintenant que ces structures se mettent ensemble, échanger d'informations. Mais même cela ne suffirait pas. Donc, autrement, créer des unités spéciales, si on peut se permettre de dire comme ça. C'est toute question, M. Lansana Kouyaté, c'est de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, nos gendarmes ou les policiers, en tout cas, sont préparés face à ces menaces terroristes? C'est une question que je pose. Vous allez me répondre juste après la pause, M. Kouyaté. Voilà, mesdames et messieurs, on revient dans un instant, évidemment, avec vous. Continuez à réagir, GG au 8037, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. On revient dans moins de 10 minutes. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.